Étranger. Ici tu seras bien si tu y restes. Ici, le souverain bien est le plaisir. Inscription que l'on pouvait lire à Athènes, à l'entrée du jardin d'Épicure. Bienvenue dans le jardin, cet espace ouvert et accueillant où l'on aime à se retrouver entre amis. Le jardin est un podcast qui explore la création littéraire en s'intéressant d'abord et avant tout au quotidien, à la pratique, à la vie des autrices et des auteurs. Vous êtes prêts ? Donnons tout de suite la parole à notre invité. Être un écrivain réaliste au sens de Balzac, c'est-à-dire très vite on va chercher dans le mythe et dans le fantastique. En fait, le vrai réalisme intègre des éléments fantastiques et des éléments mythiques. Et l'idée qu'on a une construction mythique de la réalité et que sous cette espèce de prosaïsme apparent, il y a des épopées est quelque chose qui me donne de l'énergie d'écriture en tout cas. Bonjour Aurélien Bélanger. Bonjour. Alors, je suis ravi de vous rencontrer dans ce cadre exceptionnel du château du Clos de Vougeot parce qu'il se passe aujourd'hui le salon Livres en Vigne. Donc nous sommes au cœur du vignoble bourguignon, pour ceux qui ne connaissent pas le château du Clos de Vougeot. Et vous y présentez donc sur ce salon votre nouveau livre qui s'appelle Télé-réalité, qui paraît chez Gallimard. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de cette nouveauté, ce nouveau livre ? Oui, absolument. Télé-réalité, ça doit être mon cinquième roman. Et c'est une sorte de remake allégé de mon premier qui faisait le parcours d'un milliardaire derrière lequel on avait pu reconnaître Xavier Niel à travers 20 ans d'histoire des nouvelles technologies, du Minitel à Internet. Et là, je refais un peu un parcours un peu identique de quelqu'un qui va devenir incroyablement riche et puissant, mais dans un média un peu délaissé, qui a été délaissé justement parce qu'il a été un peu figé sur place ou tué par Internet, qui est la télévision, qui a été quelque chose avec lequel la littérature entretient des rapports complexes et difficiles, quelque chose qui a été totalement envoûtant. Moi, j'ai énormément regardé la télévision dans les années 90. La télévision a été toute puissante. J'ai connu l'époque où il n'y avait que 5 chaînes, où les visages des présentateurs télé étaient démultipliés comme ça par 40 millions d'exemplaires. Enfin, c'est un niveau de gloire qu'on n'a jamais connu. Et comme la télévision a toujours été mal aimée, et comme en plus elle a été ringardisée par l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux, j'ai eu à cœur de raconter son histoire, un peu de l'intérieur, donc avec des émissions iconiques, genre La Roue de la Fortune, La Chanson, etc., qu'on déployait même maladroitement une esthétique télévisuelle, parce que c'est aussi ça la télévision. C'est des boîtes où il se passe des choses, donc c'est un peu comme la peinture en fait. Et la peinture, 500 ans après, on a un regard très sérieux sur la peinture de Giotto, etc. Et je me dis, la télévision, c'est aussi un genre primitif, qui a eu ses grandes années primitives, qui seraient les années 80, les années un petit peu folles, les années paillettes. Et in fine, au moment de disparaître, c'est l'hypothèse du bouquin, la télévision a eu une chance de devenir un art, a eu une chance d'inventer l'art qui était sa signature propre et qui serait la télé-réalité. Donc mon livre raconte l'histoire de la télé, d'où le titre, de la télé-réalité française. Donc c'est l'histoire du lancement de Love Story et tout. Et je le dis de façon un peu polémique, parce qu'effectivement on ne va pas dire que le loft était une forme d'art, mais en même temps c'est un spectacle total dans lequel la télévision pour la première fois se représente, se met elle-même en scène. Les régies par exemple qui étaient repoussées loin derrière et les spectateurs ne devaient pas voir les régies. Les régies sont un élément du spectacle, les caméras sont un élément du spectacle, les micros sont montrés, etc. Et donc il y a un moment un peu comme ça de total retournement spectaculaire que j'analyse dans le bouquin un petit peu avec Guy Debord et qui m'intéressait de raconter. Donc c'est à la fois une success story et à la fois une sorte de réflexion presque d'iconographie sur ce qu'est la télévision. 11 célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Sylvie, Kimi, Fabrice Kenza. et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés. Ce serait presque une post-télé, comme il y a un art post-moderne, c'est un truc qui... Ça annonce la fin aussi. Oui, c'est cette hypothèse qu'en fait elle trouve sa forme d'art au moment où c'est trop tard en fait. Et la télé-réalité est aussi une forme d'hybridation. Les problématiques des lofters par exemple, pour revenir à une chose bien connue qui a eu 20 ans cette année. Les lofters sont un peu les patients zéro des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on fait tous des stories, plus ou moins. On a tous une mise en scène de nous-mêmes. Et c'est eux les grands primitifs de ça. Donc c'est un peu les grands brûlés. On pense à Loana, les grands brûlés de ça, quand on a beaucoup souffert. Mais qui se sont progressivement transformés. Et c'est comme si eux arrivent comme des toutes petites créatures écrasées par un média tout-puissant que sont le TF1 et le M6 de la grande époque. Et on les prend presque pour des prolétaires ultimes, comme ça qu'on va emprisonner dans le goulag télévisuel. Mais
progressivement, les choses vont se retourner et on voit avec, par exemple, la famille Kardashian, etc., des starlets de la télé-réalité qui deviennent leurs propres médias, qui deviennent plus puissantes que les télévisions qui les hébergent et où le média ultime devient un truc presque foucaldien, le travail, la sculpture de son propre moi via les réseaux sociaux. Et donc, la télé-réalité est vraiment la figure qui va nous permettre de basculer du XXe au XXIe siècle, et donc dans une construction d'un nouveau régime d'image dont je ne sais pas grand-chose, mais ça m'intéressait de le raconter parce que moi je suis très intéressé par les choses sur leur déclin. Mon précédent bouquin parlait des somptuosités de la grande Europe libérale et du monde de Davos. Voilà, on sent que c'est un peu la fin, mais je voulais presque ironiquement et avec beaucoup d'empathie raconter ce qu'avait été ce rêve. Et là, le rêve, c'est qu'est-ce qu'a été la télé au tournant des années 2000. Oui, puis vous nous aviez raconté un peu le Minitel, l'aventure Minitel. Complètement, le Minitel, presque comme une uchronie. En fait, Internet aurait été inventé avec 20 ans d'avance, mais en France, et que du coup, ça marchait bien, parce que ça décalait, ça apportait, enfin moi, c'est comme ça que j'avais utilisé, je sais pas si ça marchait vraiment, mais ça apportait un élément fantastique. Parce que j'imagine que quelqu'un de l'extérieur, on lui dit qu'en fait, on pouvait réserver des billets d'avion via un terminal en 1986. Dit non, ça n'a pas existé, vous confondez avec 1996. Donc voilà, il y avait le côté légèrement uchronique, et qui marche bien avec la France, parce que la France est un pays qui a un rapport très dialectique à la modernité. La modernité c'est à la fois une conquête, et puis on voit que là on est plutôt dans une stase réactionnaire où on ne sait plus où on en est sur la modernité, mais il y a le côté en dernier lieu, la France reste un pays, contrairement à ce qu'on pense, je pense qu'on en fait un pays classique, c'est un pays baroque en fait, et on voit bien que Versailles est un palais baroque et pas classique dans les détails, c'est très classique en apparence, mais dès qu'on creuse un peu, dès qu'on s'enfonce dans les bosquets, les sculptures sont totalement baroques, et on est et le Versailles, le vrai Versailles, c'était les décors éphémères pour les fêtes du roi en fait, et voilà, il y a quelque chose de totalement artificiel dans l'histoire de France qui tient au fait que ce pays se sent profondément ancré dans ses terroirs, qui existent profondément, et on en est ici, pas d'image, mais on en est la preuve, on est sur du caillou calcaire. On a de le Bourgogne. son peut-être, le vent Voilà. dans les vignes. Une sorte de caricature, etc. Mais en même temps, l'intégration de tous ces terroirs se fait par cette espèce d'artifice de méta qui est le Versailles baroque, qui est Paris, etc. Et donc un rapport toujours qui est plus intéressant, je pense, de l'interroger sur le plan esthétique que l'interroger juste en termes l'état jacobin versus la France des Gilets jaunes. En fait, c'est plus compliqué. La France est elle-même un dispositif de représentation esthétique, et j'ai eu une sorte de flash comme ça ce matin en me réveillant. Enfin, c'est un paysage magnifique de Bourgogne. Ce qui est incroyable avec la Bourgogne, c'est qu'en fait, de façon un peu accidentelle, la Bourgogne s'est retrouvée enclavée dans la France, mais la Bourgogne aurait totalement pu être un État indépendant, l'a été, ou aurait pu appartenir à une sorte d'État transnational impliquant Charles Quint et les Pays-Bas. Enfin voilà, on ne sait pas. Et donc en fait, on est à la fois, le sentiment profond, c'est qu'on est au cœur de la France, parce que c'est un des plus beaux endroits et tout sursignifie la France. Et en même temps, en vrai, on est dans une exclave d'un autre pays qui est la Bourgogne, qui est un pays qui n'a pas eu la chance d'exister. Et donc voilà, et je me dis, ça c'est quand même hyper intéressant, que là où la francité est la plus extrême, c'est peut-être là où elle l'est aussi le plus dissoute. Donc voilà, c'est réflexion du réveil. J'avais un peu bu hier. C'est bien, c'est pas pour un réveil franchement. Juste, c'est la théorie de l'information, le livre avec Internet. Ouais, tout à fait, c'est mon premier roman. Ah, l'amour, l'argent et la forme. Je suis Madame Soleil, je vous attends sur Minitel, je vous dirai tout. 3615 Soleil. Et donc moi j'avais aussi, j'en ai lu 2 de vous, et ce qui est donc le deuxième que j'ai lu, c'est le Grand Paris. Donc là c'est vrai, théorie de l'information, Grand Paris, télé-réalité, là on est très dans un monde urbain, on va dire, entre guillemets, une société très, très urbaine, très parisienne. Mais qu'est-ce qui vous intéresse? Comment vous, justement, c'est des sujets quand même, on se dit, tiens, c'est quand même pas banal d'écrire, de faire un roman, en plus un roman. Alors moi ce que j'aime beaucoup quand je vous lis, c'est... Voilà, on sent d'ailleurs quand vous vous exprimez, c'est très lyrique, il y a beaucoup il y a un souffle. Enfin, moi j'ai lu ces 2 romans très vite, avec beaucoup d'enthousiasme. Enfin, je trouve que vous arrivez à accrocher le lecteur et justement à l'emmener avec vous dans vos histoires. En plus, on apprend plein de trucs. Enfin, bon, voilà. Comment vous choisissez? D'où ça vous vient cette inspiration, ou plutôt le choix de vos sujets? C'est compliqué en fait le choix d'un sujet, parce que c'est quelque chose qu'on va traîner pendant 2-3 ans, et en même temps jusqu'à maintenant j'ai pas eu l'impression de jamais choisir un mauvais sujet, et en même temps le sujet est toujours un peu accidentel. Par exemple
le Grand Paris, j'avais acheté un vélo et je courais, j'avais arrêté de fumer, donc je me suis mis à faire du sport et je me suis mis à rayonner au-delà de Paris. Et alors que j'habitais à Paris depuis 15 ans, j'ai enfin fait ce que ne font jamais les Parisiens, franchir le périphérique et aller me balader en banlieue. Ce qui en fait me tirait, parce que moi j'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai grandi en Essonne, j'ai grandi vraiment à 40 km de Paris, sur la lisière, vraiment entre le grand Gâtinais qui s'ouvre comme ça vers la Loire et Paris de l'autre côté. Donc en fait, c'était mon histoire, le Grand Paris, c'était mon histoire. Donc en fait, cette sociologie m'était très intime. Et pour accéder à ce rapport compliqué que j'avais, voilà, c'est un peu une sorte de Rastignac 2.0. Je venais pas d'Angoulême, mais je venais de la grande banlieue dortoir, qui est un territoire, on parle d'avant la crise des Gilets jaunes, qui est un territoire qui n'était pas totalement littéraire, qui n'était pas totalement exploré, mais d'un coup, moi qui avais un complexe de provincial, de banlieusard en arrivant à Paris, je me suis rendu compte que d'avoir connu les Ikea géants au crépuscule au bord de l'autoroute A6 était un vrai privilège sociologique parce que me donnait un accès à la France que n'avaient pas les gens que je jalousais jusque-là. Donc le livre était comme ça une sorte de conquête du territoire parisien avec cette idée que Paris s'était encerclé lui-même avec le périphérique, donc on connaît toute l'histoire de Paris comme ça, j'en fais les coquilles successives du monstre de la modernité qui sort et Paris s'amplifie, mais l'amplification un peu stagné après Napoléon III et Paris s'est pas intégré. Et moi j'avais suivi comme spectateur un petit peu la grande geste sarkozienne du début de mandat, du fameux discours à la cité de l'architecture, etc., où Nicolas Sarkozy lance le Grand Paris comme un projet de grandeur anthropologique, etc. Et le gag, que je l'ai rencontré hier, c'est qu'à ce salon est invité l'auteur du discours du Grand Paris, l'ancien conseiller culturel de Sarkozy. Et donc j'ai rencontré, ça m'arrive tout le temps, parce que je mets toujours des personnages réels un peu imaginaires, je rencontre toujours des personnages de mes romans, et là j'ai carrément rencontré le personnage principal, enfin possiblement hier soir, c'était assez marrant. Donc en fait l'idée c'est d'aller chercher... Pour le dire très simplement, c'est d'aller chercher, c'est être un écrivain réaliste au sens de Balzac, c'est-à-dire très vite on va chercher dans le mythe et dans le fantastique. En fait, le vrai réalisme intègre des éléments fantastiques et des éléments mythiques. Et l'idée qu'on a une construction mythique de la réalité et que sous cette espèce de prosaïsme apparent, il y a des épopées est quelque chose qui me donne de l'énergie d'écriture en tout cas. Alors vous avez mentionné Rastignac, Balzac, et j'avais lu qu'on vous prêtait l'ambition de faire une sorte de comédie humaine de la société contemporaine. C'est vrai ça? Je ne sais pas où j'ai lu ça d'ailleurs, mais... Balzac a tous les défauts du monde et ses romans, pas tous, hein, mais il y a vraiment des romans géniaux, mais c'est vraiment tous les défauts, sauf que qu'il y a cette hypothèse que Balzac aurait écrit un seul livre qui serait la comédie humaine. Et c'est c'est l'un des plus beaux coups, c'est l'un des plus grands hold-up artistiques du 19e siècle, parce que d'un coup, il invente une forme de livre qui va totalement rendre fou les écrivains des écrivains ultérieurs, de Proust, etc. L'idée de faire un seul livre, que toute sa vie soit un seul livre qui soit gigantesque, aussi gros que la réalité. Et donc voilà, il y a toujours cette tentation, qu'est-ce que c'est et puis c'est bizarre de publier des romans et que les romans fabriquent pas un multivers à la Marvel, quoi. C'est bizarre que donc si c'est des romans, on va dire, si c'est des études de mœurs, il n'y a aucun problème parce qu'en fait ils peuvent exister simultanément. Mais à partir du moment où on implique par exemple au sommet du pouvoir, simultanément il ne peut pas exister deux présidents de la République. Donc voilà, il y a des questions d'arbitrage qui sont compliquées. Je n'ai pas totalement résolu, mais ce qui me conforte dans la possibilité, c'est qu'en fait Balzac, la comédie humaine, c'est aussi une écriture rétrospective, c'est-à-dire qu'il n'a pas tout inventé d'un coup, mais c'est au moment des republications de ses romans, il dit tiens, mais en fait, là le député machin, on va dire que c'est Rastignac, comme ça voilà. En fait, le notaire de monsieur de machin, en fait, on va reprendre le notaire d'un génie, voilà, il y a plein de croisements et les croisements on peut les faire après. Donc en fait, oui, non, mais c'est cette ambition qui est profondément pas morte, cette ambition balzacienne. Et après l'autre sujet, mais que j'ai pas, parce que moi j'avais lu ça bien avant Balzac, j'avais lu les Rougon-Macquart, et c'est un peu, souvent les gens me parlent des Rougon-Macquart, comment vous vous positionnez par rapport à Zola, etc. Et ça c'est vraiment le con aveugle. J'ai pas ouvert un livre de Zola depuis 25 ans, mais je sais que ça a été très important quand j'étais jeune adolescent, donc il y a encore des choses à aller voir. Ouais. Alors, je voulais juste faire une citation de Balzac puisqu'on était pareil en Bourgogne, etc. Et donc, il a écrit quelque chose d'assez amusant, c'est le traité des excitants modernes. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ah ben le café. Oui, là, alors, sucre, café, thé, chocolat et bien sûr l'alcool. Et alors sur l'alcool, il dit l'ivresse jette un voile sur la vie réelle.
Elle éteint la connaissance des peines et des chagrins. Elle permet de déposer le fardeau de la pensée. On comprend alors comment de grands génies ont pu s'en servir. Et pourquoi le peuple s'y adonne. Au lieu d'activer le cerveau, le vin l'hébète. J'aime beaucoup l'hébète. L'ivresse est un empoisonnement momentané. Bon, donc là, on comprend qu'il n'était pas forcément sous alcool quand il écrivait. Alors, ma question, c'est, voilà, bon, comme le podcast cherche à comprendre comment travaille un écrivain, mais même dans des rituels, etc. Est-ce que vous avez des rituels? Alors, je ne parle pas forcément de vin, mais buvez du thé ou levez très tôt, ou je ne sais pas, vous faites du sport avant de... Non, en fait, c'est pas. En fait, comme régulièrement, je vais à des festivals ou des salons du livre et que je m'alcoolise beaucoup aux soirées d'inauguration avec mes collègues écrivains que je connais pas spécialement et qu'au bout d'un moment on est tous timides et qu'à la fin, non pas qu'on est tous amis, mais il reste des rencontres assez. Enfin voilà, on se réveille le matin, j'ai des conversations merveilleuses hier soir avec telle ou telle personne. C'est presque un rituel en fait, c'est un rituel de resocialisation. On est un peu tous séparés comme ça et socialisés. Et ce qu'il y a de plus beau dans l'alcool et qui est presque un rituel, c'est pas Alors il faut avoir franchi le moment où on fait plus de choses honteuses quand on est bourré. C'est vraiment l'alcool et la maturité. C'est le lendemain quand on se souvient de la soirée d'hier. Et c'est assez merveilleux. Moi, j'ai fait plein d'extraits de journaux intimes où je raconte ça. C'est les extraits de conversations, etc. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a un côté à la fois... oui, on était ivre, sauf que quand on s'en souvient, l'ivresse fonctionne encore. Alors qu'il n'y a plus d'alcool, il y a quand même un côté... il y a des visages qui sont passés, il y a des mots qu'on a entendus, il y a des phrases, etc. Et ça, ça apporte... Enfin, c'est presque un shot de romanesque à l'état pur. Donc ça m'arrive pas tout le temps, mais du coup, je l'admets comme rituel parce que, je sais pas, 10 fois par an, peut-être un peu moins, 5 fois par an, j'ai une grande soirée d'alcoolémie comme ça qui se conclut en général par des souvenirs assez merveilleux. Après, ça tient beaucoup au charisme des gens avec qui on est. Si on est avec des gens qui ont un sens comme ça de l'entre-gens total sous l'alcool, c'est beaucoup plus rigolo. Mais hier soir, j'ai passé une bonne soirée justement en partie grâce à ça. Donc mais bon, le vrai rituel. Sinon, me lever tôt. Là, j'ai écrit un roman. Je termine un roman que j'ai écrit quasiment en totalité entre 6 et 7 heures du matin. Donc c'est une expérience nouvelle. C'est un peu dur, puis on s'y habitue. Et c'est marrant parce qu'à 7h du matin, on a la journée devant soi et on a déjà accompli sa tâche. Parce que je suis quelqu'un qui travaille très mal, de façon très chaotique, mais je suis très rapide. J'ai rarement besoin de plus de 40 minutes de travail par jour. Ça semble fou et je pense que c'est pas bien et j'aimerais bien être autrement. Mais en fait, je travaille vraiment très très vite. Un peu n'importe comment, donc je me relis beaucoup. Mais si je peux travailler que 45 minutes par jour, c'est paradoxalement suffisant pour écrire un roman par an, quoi. Un roman tous les 2 ans. Je défends pas du tout cette méthode, hein, mais parce que en tout cas, je suis assez vieux et j'ai assez de, on va dire, maturité romanesque que j'écris plus de romans pour savoir que c'est ma méthode, qu'elle n'est pas spécialement bonne, mais qu'en fait elle marche et que je suis toujours à la recherche d'un. Je sais pas, il y a un souvenir d'ancien cagneux en moi qui aimerait bien être très structuré, et en fait je me rends compte que ma technique d'écriture est profondément chaotique. Mais avec une forme de rigueur quand même sur le... La rigueur, c'est travailler tous les jours. Voilà, la rigueur, c'est travailler tous les jours et jamais lâcher et tenir bon. Et puis l'autre chose qu'on apprend, c'est on se souvient, il faut toujours se rappeler qu'on a déjà fini un roman, donc tenir bon les périodes dépressives. Parce qu'il y a un moment, en fait, on trouve ce qu'on écrit est nul, vraiment. On est un peu, et bon, il y a un côté garder ses triggers et puis traverser. Ça dépend. Là, le roman que je termine, ça a été. Mais il y a des fois, il y a eu 3 mois où il n'y avait plus du tout il n'y avait plus rien du tout. Et en général, c'est un peu la magie du truc, mais peut-être c'est de l'auto-intoxication, je ne sais pas. Parfois, ce qu'on a écrit, qu'on pensait être nul, à le relire, enfin, c'est pas mal. Donc il y a quand même un truc de... C'est comme si le travail se faisait tout seul, indépendamment de notre regard sur le travail. Et ça, c'est... Enfin, je crois assez à ça. C'est quelque chose de très constructif. Et donc, en fait, j'ai pas d'autre... Le vrai rituel, ouais, c'est de persévérance, obstination en fait. Enfin, les vraies vertus, je pense, des gens qui écrivent et publient des romans, c'est des vertus, ouais, de ténacité en fait. C'est très pas lâcher. Mais voilà, ne pas lâcher et ça finit toujours. Et puis il y a aussi ce truc, on a toujours des problèmes de structure graves et en général, c'est rare. Là, je l'ai fait il y a quelques jours. J'ai vraiment passé une journée horrible. J'ai passé 4 heures dans mon lit, alors que je fais jamais ça avec mon ordinateur, à pas trouver la solution, à déplacer des machins, etc. Et au bout de 4 heures, j'ai trouvé la solution. Et avec un côté... Félicitations. Merci. Non, mais avec ce côté, mais c'est vraiment de la pensée magique. Mais bon, on a un peu besoin de ça, que la solution, elle existe. Donc en fait, non, elle n'existe pas.
Et nos romans ne sont pas préécrits dans l'esprit de Dieu. Mais bon, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'en fait, je ne fais que découvrir un truc qui existe. Voilà. Donc, il y a une inspiration alors. Bah, en tout cas, il y a cette croyance que la solution existe et que du coup, question de l'écriture comme grâce se posera comme ça à terme d'ici 20 ou 30 ans. Vous m'avez dit que vous relisez beaucoup. Est-ce que vous avez un relecteur de confiance, quelqu'un qui vous, quand vous estimez avoir fini, vous aimez bien avoir son... Oui, c'est un ami qui est chercheur en mathématiques économiques, qui a relu tous mes livres. Et à chaque fois, je dis j'arrête, parce qu'il est hyper désagréable. Il ne se rend pas du tout compte. Il a un côté un peu scientifique. Très analytique. Et au bout d'un moment, il commence à lire mon livre, il me dit ça c'est bien. Et puis au moment, pendant 1 heure, il m'enchaîne en disant à quel point mon livre est nul. Donc à chaque fois, je dis est-ce que j'ai vraiment envie de subir ça? Et puis en même temps, ça lui fait plaisir. Et je ne sais pas totalement. Donc je ne sais pas si je vais le garder comme lecteur, parce qu'il est vraiment trop désagréable. Mais bon, par ailleurs, que j'aime beaucoup. Pour le moment, ça marche. donc on va voir. Et sinon, ma compagne lit toujours mes livres et j'ai une confiance assez absolue envers son jugement. Elle a très bon goût en fait. Elle a très bon goût et c'est assez intuitif. Elle me dit ça va pas en fait. Elle est gênée par un truc gênant que je verrai pas spécialement. Mais bon, c'est toujours désagréable parce qu'elle est là, elle lit devant moi, je l'engueule si elle me dit pas que c'est bien. Quand elle me dit que c'est pas bien, je l'engueule. Enfin, c'est très bon. Heureusement, on fait ça 1 fois tous les 2 ans, sinon notre couple n'y aurait pas survécu. Mais je vais devoir vous rendre aux gens qui viennent aussi vous rencontrer sur le salon, bien sûr. Mais juste, j'aime bien terminer par cette question qui serait si un jeune écrivain, enfin jeune, un premier roman, quelqu'un qui veut écrire, qui veut se lancer, vous demander un conseil, est-ce que vous auriez un conseil comme ça à donner? Pour moi, j'ai longtemps pensé que j'écrirais des courts romans extrêmement stylisés et définitifs en 120 pages, et il a été paradoxalement plus facile de me lancer dans des romans ambitieux que je ne maîtrisais pas du tout. Et même souvent, ce qui démarre un roman, c'est quand j'ai un sujet génial, un deuxième sujet génial, que les 2 sujets sont totalement incompatibles, et je me dis, allez, je vais tenter quand même de faire un roman avec les 2 sujets. En général, c'est plus facile, je trouve en fait, c'est plus facile d'être ambitieux que de ne pas l'être. Excellent conseil. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Je rappelle qu'on peut trouver Télé-Réalité partout, enfin dans toutes les bonnes librairies. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup chères auditrices et chers auditeurs d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.